Merci à tous et toutes d'être présents pour le webinaire du comité scientifique et d'expertise de l'Observatoire pour la publication de leur 4e série de recommandations. Et donc, je passe la parole à Stéphane Voisin. Merci Christian et bonjour à tous. Je prends la parole au nom de Pierre-Louis, le président du CSE qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui, mais qui vous remercie tous et qui remercie en particulier les auteurs de ce rapport, enfin, les principaux participants au groupe de travail. Et une chose aussi sur laquelle on voudrait insister, c'est sur les échanges nourris et extrêmement intéressants qu'on a eus avec les différentes fédérations. Merci à tous ceux qui s'y sont collés du côté des fédérations et ça a été très fructueux. Et vous verrez qu'on en a tenu compte, mais en tout cas, c'était quelque chose qu'on n'avait pas forcément bien fait la première fois et qu'on a beaucoup mieux fait la seconde fois. Et merci aussi à Christian et à Raphaël qui ont facilité ces échanges. Voilà, je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Merci Stéphane. Du coup, aujourd'hui, on va parler donc des recommandations à la fois sur le charbon, d'une part, et ensuite sur le pétrole et gaz. Et on va commencer par une introduction. Donc, je laisse la parole à Charlotte, puis à Guillaume, qui ont été donc les coordinateurs du GT. Merci beaucoup, bonjour à tous, vous m'entendez? Tout à fait. On t'entend, Charlotte. D'accord, parfait, parce que je crois pas qu'il y ait ma caméra, c'est pour ça, mais T'entends bien. OK, parfait. Bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce matin. Alors, effectivement, donc on publie des recommandations ce jour qui portent sur les indicateurs de l'Observatoire sur, les énergies fossiles. On a séparé, le charbon, les actifs charbonniers des actifs pétrogaziers d'autre part. Enfin les actifs charbonniers, excusez-moi, d'une part et les actifs, pétrogaziers d'autre part. Vous le verrez dans le document, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, mais on essaie de placer autant que possible, ces recommandations dans le contexte, économique, énergétique et financier actuel, à savoir, quels sont, les scénarios, net zéro et que prévoit-il en matière de réduction de la production, de la consommation et du financement des énergies fossiles. Et puis également, au vu, de la crise énergétique qui a précédé, l'invasion de l'Ukraine par la Russie et puis, la guerre en Ukraine, quelles sont, désormais, les nouvelles, tendances en matière, de financement des énergies fossiles, de charbon d'une part et de pétrole et de gaz d'autre part. Et puis, qu'est-ce que, les acteurs financiers doivent pouvoir faire afin d'accompagner tant la transition de l'industrie pétrogazière que, la fin du charbon, et ce dès que possible. Donc, vous connaissez, je pense, bien, ces graphes. À gauche, graphe issu du scénario net zéro publié par l'Agence internationale de l'énergie en mai 2021, qui prévoit notamment qu'à partir de 2021, et ces hypothèses n'ont pas été modifiées depuis la guerre en Ukraine, elles ont seulement été précisées dans le dernier World Energy Outlook qui a été publié à l'automne. Depuis 2021, pour pouvoir atteindre net zéro en 2050, plus de financement de nouvelles capacités de charbon, tant d'extraction que de production, et plus de financement non plus de nouveaux projets pétrogaziers, donc des projets pétrogaziers qui auraient été approuvés pour le développement et qui auraient donc reçu une décision finale d'investissement. C'est ce que dit en particulier sur les énergies fossiles ce graphe, avec les deadlines habituels et bien connus sur le charbon également, à savoir 2030 dans les économies avancées, essentiellement pays de l'OCDE et de l'Union européenne, et 2040 dans le reste du monde. Il faut que, dès 2050, environ 70% de la production, de la génération électrique à l'échelle globale soit issue du solaire et du vent essentiellement. Le graphe que vous verrez, que vous voyez, excusez-moi, en haut à droite, porte sur l'investissement moyen par les supermajors et les majors pétrogazières en matière d'énergie renouvelable et d'énergie propre sur les 8 dernières années. On est sur un investissement moyen sur les 8 dernières années de l'ordre de 5% du CAPEX, un peu plus, légèrement plus de quelques points de pourcentage s'agissant des pétrogazières européennes, mais pas beaucoup plus. Et puis, vous voyez en bas à droite de ce graphe, de cette slide, excusez-moi, un autre graphe qui, lui, est peut-être plus parlant encore que celui de gauche, qui porte, lui, sur la réduction de la demande en énergie fossile à horizon 2050, avec une place
extrêmement limitées laissées au charbon, au pétrole et au gaz naturel, portant essentiellement sur du backup des énergies renouvelables à cet horizon, et ce dans certaines économies où la capacité de génération renouvelable serait limitée. Donc des tendances qui sont à la baisse. Et donc on se situe dans ce contexte, qu'on repositionne encore une fois dans les recommandations, notamment sur les tendances de financement qui ont pu être mesurées au cours de l'année 2022, et ce afin de montrer que le désinvestissement du charbon et l'accompagnement effectif de la transition de l'industrie pétro-gazière, ça reste un enjeu clé pour cette année et pour les années qui suivent, raison pour laquelle l'Observatoire porte une attention toute particulière à ces énergies fossiles dans ce nouveau contexte. Je tiens à préciser également, et peut-être qu'on peut passer à la prochaine slide, que évidemment les recommandations qu'on fait sont aussi complètes que possible. Les données que l'on requiert, c'est une cible, et donc on connaît évidemment les difficultés de collecte de la donnée pour certains des acteurs, et ce pour certains des projets ou pour certains des financements pétrogaziers et charbonniers. Et on est tout à même à en discuter évidemment dans le courant de la session de Q&A, afin de pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions et de vos doutes sur ces enjeux. Il y a une petite coquille dans l'introduction, mais grosso modo, deux grands objectifs que l'on place dans le contexte également, et ceux dans le document que vous verrez par la suite. Le premier, c'est retenir une approche plus exigeante que ce qui avait été fait jusqu'à présent par le comité scientifique sur l'Observatoire s'agissant des fossiles, à savoir que pour mémoire, on avait publié des recommandations en février 2021 qui portaient sur le charbon, qu'on avait complété en septembre 2021 par des recommandations portant sur les pétroles et gaz non conventionnels. On s'était concentré sur le non conventionnel, essentiellement pour des raisons politiques à cette époque, et également afin de pouvoir lancer la discussion sur le rôle de l'industrie pétrogazière et disons l'influence et les leviers que pouvait activer la place de Paris dans le cadre de cette industrie. Donc là, on retient une approche plus exigeante, où déjà on est et on sera sur l'Observatoire beaucoup plus précis également dans les éléments d'introduction sur ce qu'on entend par charbon, par pétrole et par gaz, par les calendriers qui sont fixés, également avec des indicateurs qui visent à être plus lisibles et plus pertinents sur l'exposition au secteur, et également sur les efforts qui sont faits en faveur de la transition dans ces deux secteurs. Et puis, l'intérêt aussi de ces recommandations, c'est d'informer sur la transformation de l'activité des acteurs de marché, à la fois sur l'Observatoire et puis aussi dans le cadre des politiques qui peuvent être publiées. Donc, quand on dit informer sur la transformation, c'est tant sur la stratégie des acteurs que sur les politiques qui sont mises en œuvre, et enfin sur la réorientation observée de l'ensemble des flux de financement. La raison pour laquelle on insiste sur ce dernier point, c'est que jusqu'à présent sur l'Observatoire, les indicateurs d'une part laissent à penser, et ce par leur design lui-même, par leur conception elle-même, que le 100% des acteurs de la place de Paris désinvestiraient du charbon par exemple, ou n'investiraient plus dans de nouveaux projets pétrogaziers. Or ce n'est évidemment pas le cas d'une part, et puis d'autre part les indicateurs laissent à penser qu'on a essentiellement, voire en majorité, des financements dits verts, alors que évidemment pour plein de raisons, et c'est encore normal disons, ce n'est pas le cas. Donc on souhaite être beaucoup plus lisible sur ce point. Donc, on va vous présenter avec Guillaume les recommandations en deux parties. D'une part, celles portant sur le charbon, donc qui viennent amender celles qui avaient été publiées en février 2021. Et puis, Guillaume ensuite présentera les recommandations sur le pétrole et le gaz, sur l'ensemble du secteur, conventionnel ou non, qui viennent compléter et largement, du coup, renforcer sur l'ensemble du secteur les recommandations qui avaient été publiées en février 2021. Donc, on va passer désormais à la partie sur le charbon. Je crois que certains d'entre vous, alors moi, on voit toujours pas ma caméra, pardon, mais certains d'entre vous ne sont pas en mute. Je vais pas les nommer, mais je les vois, donc si ça vous dérange pas. Merci beaucoup. Alors, pardon, on ne voit plus les slides par contre. Christian, est-ce qu'on peut voir les slides? Oui, on essaie de les remettre. Merci. Merci beaucoup. Donc, sur le charbon, je ne refais pas le contexte. Essentiellement, peut-être rappeler que la consommation mondiale de charbon, elle a atteint un niveau historique en 2022. On a dépassé par là le niveau pré-Covid. Donc, c'est quelque chose à continuer à avoir en tête. Le charbon, c'est pas fini, pour le dire simplement. Et surtout, l'AIE anticipe
certes une réduction de l'utilisation de la demande de charbon aux États-Unis, en Europe à horizon 2025, mais ce n'est pas le cas dans certaines économies, essentiellement en Europe de l'Est et puis en Asie également. Donc c'est la raison pour laquelle le charbon reste un enjeu essentiel, d'autant qu'on a vu des financements s'accroître, pas tant pour de nouvelles capacités, mais pour des capacités existantes de la part de banques européennes, et ce essentiellement en Asie sur la dernière année, et compte tenu évidemment de l'environnement macro-financier qui a été particulièrement instable et qui a justifié aussi le maintien de certaines expositions dans cette région. Or, il y a évidemment des enjeux de stabilité financière qui sont importants à la poursuite d'investissements dans l'industrie charbonnière. Il reste prégnant, et en particulier compte tenu des risques de lock-in. Donc, c'est la raison pour laquelle l'Observatoire souhaite continuer à se concentrer sur cette industrie. Vous verrez dans le document que l'on fait, tant pour le charbon que pour le pétrole et le gaz, un constat de faiblesse des données existantes sur l'Observatoire de la finance durable. Et c'est sur la base de ce constat que l'on publie en toute transparence, que l'on a donc réfléchi à de nouvelles recommandations afin de venir préciser, comme je le disais en introduction, les indicateurs qui sont jusqu'à présent publiés. Donc, on a 5 recommandations sur le charbon. Peut-être préciser dès avant que l'ensemble de la section s'applique au charbon thermique et non notamment au charbon métallurgique. Donc, ça, c'est un élément important à voir et que l'on justifie dans le cadre du constat de faiblesse, entre guillemets, des données existantes sur l'Observatoire, et également dans l'introduction. Alors du coup, 5 recommandations. La première que vous voyez sur cette slide, elle porte sur le renforcement des informations d'ordre transversal qui doivent être publiées sur le charbon thermique. Donc on constate sur l'Observatoire aujourd'hui qu'il y a plusieurs indicateurs, plusieurs éléments de transparence qui demeurent ambigus. Ils sont au nombre de 3 en particulier. D'abord, on ne comprend pas nécessairement s'il y a une politique, je devrais dire, pardon, sectorielle relative au charbon au sein de l'institution financière concernée. Ensuite, on ne comprend pas nécessairement s'il y a eu recours ou non à une ou plusieurs bases de données, et ce pour quels usages. Et enfin, on n'est pas sûr de comprendre à la lecture des données sur l'Observatoire quel est le calendrier exact de sortie du charbon et sa nature. En gros, s'agit-il de la provision de nouveaux services financiers, ou s'agit-il de l'exposition au charbon qui doit avoir pris fin à horizon 2030 et 2040. Donc c'est évidemment l'exposition qui est importante ici. Or, les recommandations que l'on avait publiées en février 2021 n'étaient peut-être pas claires sur le sujet. Par ailleurs, on a des scénarios qui sont parfois un peu divergents sur ce sujet, s'agissant, dépendant s'il s'agit du net zéro ou non. Donc, on a souhaité être beaucoup plus clair désormais dans ce contexte-ci. Donc, notre objectif ici, c'est vraiment de pouvoir améliorer la pertinence globale des indicateurs qui sont publiés, et ce, dans l'ensemble des sous-sections qui sont relatives au charbon sur l'Observatoire. Donc, l'objectif, c'est bien comprendre de manière commune la méthodologie qui a été employée par l'institution financière au sein de sa politique. C'est donc la raison pour laquelle on distingue des indicateurs déjà au niveau individuel et des indicateurs au niveau agrégé. La raison pour laquelle je fais cette parenthèse, c'est qu'au niveau individuel, on souhaite pouvoir aider les fédérations à la collecte des données qui seront ensuite publiées au niveau agrégé sur l'Observatoire. Donc ça, c'est un premier point. Donc, dans cette recommandation numéro 1, on recommande d'expliciter grosso modo 3 éléments. Premièrement, comme je l'ai dit, l'existence d'une politique sectorielle relative au charbon, le recours à une ou plusieurs bases de données, et enfin le calendrier exact de sortie du charbon et sa nature. Donc au niveau individuel, on peut distinguer 5 éléments qui viennent pouvoir renseigner la recommandation que je viens de faire. Donc, le premier, c'est quel est le seuil de chiffre d'affaires lié au charbon qui a été retenu par l'institution. Donc, on le qualifie ici de critère de matérialité. Il s'agit de l'application de la politique sectorielle individuelle aux entreprises qui sont actives sur tout segment de la chaîne de valeur du charbon et qui sont identifiées selon leur exposition relative ou absolue à ce secteur. Et cette exposition, c'est ce que le comité qualifie selon les critères exclusifs, relatifs ou absolus que l'on vient préciser dans le document. Donc, on a plusieurs critères ici qui sont en lien avec les critères notamment qui ont été retenus par l'indice de référence européen Paris Aligned Benchmark. 3 critères donc pour venir qualifier ce critère, 3 sous-critères, excusez-moi, pour venir qualifier ce critère de matérialité, soit l'entreprise a 1% minimum de chiffre d'affaires qui est directement lié à l'activité charbonnière. Ça, c'est si l'entreprise choisit de se reporter ses données à partir de la production. Ce seuil, il doit être de 10% jusqu'en octobre 2023, plus 5% à partir de 2023. Ensuite, toute entreprise qui détient plus de 300 MWh de capacité de production électrique à partir de charbon
et toute entreprise qui développe de nouvelles capacités charbonnières, donc des mines, des centrales, des infrastructures. Donc ces critères viennent renseigner le critère de matérialité, à savoir quel est le seuil de chiffre d'affaires lié au charbon qui a été retenu par l'institution. Ensuite, on demande quel est le recours à la base de données. Est-ce qu'il y en a une qui a été utilisée ou plusieurs? Quel est le calendrier exact qui a été retenu par l'institution? Est-ce qu'on prend en compte le développement de nouvelles activités liées au charbon? Et quelles sont les géographies couvertes? Évidemment, c'est plus difficile, en particulier dans la gestion de portefeuille, de pouvoir distinguer les géographies couvertes. Dans un monde idéal, on aimerait avoir un distinguo entre les pays de l'OCDE et le reste du monde, et ce, compte tenu du calendrier 2030-2040 qui a été institué. Mais on comprend évidemment que c'est beaucoup plus difficile dans certains secteurs. Donc, au niveau agrégé, l'objectif, c'est de pouvoir renseigner sur l'observatoire quel est le pourcentage d'entités qui a qui a adopté une politique sectorielle relative au charbon, quelle a été la distribution, la distribution des seuils retenus, donc des seuils retenus en chiffre d'affaires et ou en capacité de génération. Est-ce que X% des institutions, des sociétés de gestion de portefeuille de la place, par exemple, retiennent un seuil à 1%, un autre pourcentage retiennent un seuil à hauteur de 5%, un autre pourcentage retiennent un seuil à hauteur de 10%, par exemple. Donc la distribution des seuils retenus. Ensuite, quel est le pourcentage des entités qui retiennent le calendrier de sortie 2030-2040? Quel est le pourcentage des entités qui retiennent une catégorisation OCDE versus reste du monde? Et ensuite, une liste des bases de données utilisées. Là, c'est vraiment un renseignement de données d'ordre qualitatif. L'objectif étant pour l'Observatoire de pouvoir référencer les bonnes pratiques qui ont été identifiées sur la place en matière de données relatives à l'industrie charbonnière. Donc, j'espère que c'est clair pour cette première section. Donc, c'est vraiment, est-ce qu'il y a une politique sectorielle au sein de l'institution financière et quel est le seuil qui a été retenu, le seuil de chiffre d'affaires lié au charbon qui a été retenu pour venir qualifier cette exposition au charbon. Donc ça, c'est la première recommandation. Ensuite, si on passe à la prochaine slide, là, on veut venir renforcer la transparence sur le périmètre couvert par les indicateurs au sein de l'institution, au sein de l'entreprise, excusez-moi, au sein de l'industrie charbonnière. Donc, les indicateurs qui sont aujourd'hui publiés sur l'Observatoire, ils ne permettent pas, à notre sens, de saisir la portée des politiques qui ont été menées par les institutions financières au fil de la chaîne de valeur de l'industrie. Il y a évidemment des spécialisations infrasectorielles des institutions financières. Et à notre sens, c'est un facteur clé à prendre en compte dès lors qu'il s'agit du désinvestissement d'un secteur qui est clé dans l'économie mondiale, encore aujourd'hui, qui est le charbon. Donc aujourd'hui, on souhaite pouvoir avoir une transparence beaucoup plus accrue, tant sur la chaîne de valeur que sur le développement de nouvelles capacités de production. Telles que je l'ai renseigné en introduction, il s'agit en effet, et ce dès 2021, d'avoir mis fin au financement de nouvelles capacités d'extraction et de production de charbon. Donc c'est la raison pour laquelle on recommande d'expliciter dans le questionnaire à la fois le niveau retenu au sein de la chaîne de valeur du charbon par la politique. Est-ce qu'on couvre l'ensemble de la chaîne de valeur? Est-ce qu'on couvre les services associés également, notamment tout ce qui est trade finance, tout ce qui est transport et stockage de charbon? Ce sont des expositions qui peuvent être importantes, notamment dans certains pays d'Afrique subsaharienne ou encore d'Asie du Sud-Est. Donc, c'est la raison pour laquelle on met l'accent sur ces services associés. Et puis, est-ce que la politique, elle couvre le développement, donc l'expansion de nouvelles capacités d'extraction et de production charbonnière, tant ce qui est greenfield que brownfield? Donc là, on distingue également deux niveaux d'indicateurs. Encore une fois, c'est vraiment plus de l'aide à la collecte de données qu'autre chose, hein. Ce qui est publié sur l'Observatoire, ce sont les indicateurs au niveau agrégé. Donc, au niveau individuel, venir préciser le niveau retenu de la chaîne de valeur. Et est-ce qu'il y a un écart à la définition qui est recommandée par le comité scientifique? Et puis, au niveau individuel toujours, préciser, c'est l'exclusion comprend le développement de nouvelles activités charbonnières. Et donc là, on vient renseigner non un critère de matérialité tel qu'il a été précisé dans la première recommandation, mais un critère d'exclusion. Donc, est-ce qu'on applique ou non la définition de la Global Coal Exit List, qui contient toute une série de critères s'agissant de l'expansion de charbon? Donc, par exemple, capacité de génération d'électricité à partir de charbon d'un minima 100 mégawatts, excusez-moi. Ensuite, activité d'exploration minière liée au charbon, planification d'expansion d'infrastructures liées au charbon, etc. Et puis venir préciser le niveau d'application de l'exclusion aussi. Est-ce qu'il s'agit de l'entreprise émettrice, donc là, ça inclut le groupe. Est-ce qu'il s'agit des filiales de développement ou non? Au niveau agrégé, l'objectif, c'est donc de pouvoir voir sur l'Observatoire quelle est la distribution des niveaux de couverture de la chaîne de valeur au global des entités et quel est le pourcentage des institutions financières qui retiennent la définition de la Global Coal Exit List s'agissant de l'exclusion des développeurs de nouvelles capacités d'extraction et de production de charbon.
Ce qui nous permet de pouvoir passer à la troisième recommandation qui, elle, porte sur le renforcement de la transparence sur le périmètre couvert par les indicateurs et ce au sein de l'industrie financière. Donc là, on ne se situe plus au niveau des critères qui portent sur l'industrie charbonnière elle-même, mais là, on va prendre un zoom un peu arrière sur l'industrie financière. Les indicateurs qui sont aujourd'hui publiés, ils ne permettent pas, à notre sens, de saisir la portée des politiques qui ont été menées. Donc l'objectif, c'est vraiment de pouvoir rendre compte de la diversité des modèles d'affaires des institutions financières sur la place, qui oblige, à notre sens, à une transparence qui soit représentative de l'activité financière qui a été effectivement poursuivie, et ce, dans le cadre du contexte de la mise en œuvre des politiques sectorielles relatives au charbon. Donc c'est la raison pour laquelle on recommande 3 éléments principaux. On recommande d'expliciter dans le questionnaire, d'une part, le pourcentage des encours totaux qui sont couverts par la politique liée au charbon ou la mesure concernée. Évidemment, la métrique, elle va différer selon le type d'institution financière. On va parler d'actifs sous gestion s'agissant des gérants de portefeuille, on va parler de bilan s'agissant des banques. Donc, il est important que le pourcentage concerne une part substantielle de l'activité de l'institution financière concernée. Grosso modo, que la politique s'applique à la majeure partie des encours de l'institution financière concernée. On va demander ensuite une description qualitative de ces activités financières. Par exemple, les activités bancaires, est-ce qu'il s'agit des prêts et avances, est-ce qu'il s'agit du financement de projets, du financement du commerce international, du financement export, du conseil à l'émission de titres, des garanties données, des autres activités hors bilan, etc. On va demander enfin, et ça c'est le troisième élément de cette troisième recommandation, quels sont les montants d'exposition à l'industrie, en flux et en stock. Et donc là, on vient renseigner dans un tableau qui a été porté en annexe une distinction évidemment par type de métier financier et par secteur économique également, au niveau tout au long de la chaîne de valeur du charbon. Donc j'espère que cette recommandation est claire, mais grosso modo, on souhaite vraiment distinguer les activités bancaires des activités d'investissement et des activités d'assurance, avec du coup des périmètres de couverture de la politique sectorielle relative au charbon qui vont évidemment différer selon qu'il s'agit des banques, des détenteurs, des gérants d'actifs et des assureurs. Donc, on distingue de la même manière un niveau individuel et un niveau agrégé. Je vais peut-être, pour une question de temps, m'attarder sur le niveau agrégé, donc ce qui sera requis, encore une fois, publié sur l'Observatoire. Donc, on a une historique aussi ici qui devrait être de 2 ans, donc publication à l'année N et à l'année N+1, et ce, en lien avec les recommandations qui ont été publiées par le comité scientifique, et ce, de manière beaucoup plus transversale, en novembre ou en décembre 2022. Donc là, on a trois indicateurs, encore une fois. Pourcentage moyen de couverture des encours qui sont couverts par les politiques, ce qui nous permettra d'avoir un pourcentage moyen sur l'ensemble de la place, et ce, par type d'institution financière. Une description qualitative des activités qui sont concernées. Par exemple, ça nous permettra de savoir si, au sein des activités bancaires, peut-être que tout ce qui est trade finance, par exemple, n'est jamais inclus dans les politiques charbonnières, je ne sais pas. Donc ça, c'est vraiment une donnée de nature qualitative. Et puis enfin, quels sont les montants d'exposition en flux et en stock. Je vais finir avec les 4e et 5e recommandations qui sont un peu d'ordre un peu plus qualitatif. Recommandation numéro 4, venir renforcer la transparence sur les leviers et les modalités d'action des institutions financières. Donc il y a plusieurs éléments de transparence, il y a plusieurs indicateurs qui sont aujourd'hui, à notre sens, ambigus au sein de l'Observatoire, sur le charbon et puis sur l'ensemble des énergies fossiles aussi. Notamment, est-ce que l'institution financière a recours à des seuils relatifs ou des seuils absolus? Et pourquoi a-t-elle recours à des seuils relatifs, par exemple, et non à des seuils absolus? Et également, peu de transparence sur le déploiement des moyens d'action au sein de l'institution et avec l'industrie charbonnière. Donc ici, les recommandations, elles sont sans appel, disons, quant à la poursuite de la combustion de charbon à des fins de production d'électricité, de chaleur, essentiellement, parce que nos recommandations portent sur le charbon thermique. Donc on considère qu'il faut avoir une précision aussi fine que possible pour l'industrie et pour les entreprises qui peuvent encore faire l'objet de financement en fonction des seuils qui leur sont applicables au sein des politiques sectorielles, confère du coup le seuil de matérialité que j'avais exposé en recommandation numéro 1 et le seuil d'exclusion que j'avais exposé au sein de la recommandation numéro 2. Donc l'Observatoire aujourd'hui demeure encore assez vague à ce sujet, d'autant que les moyens d'action qui semblent faire l'objet d'une activité, excusez-moi, que les moyens d'action actuels semblent faire l'objet d'une effectivité assez limitée au vu des données qui sont actuellement publiées. Et ce, malgré la poursuite de financement à destination du charbon dans l'Union européenne et dans le reste du monde. Donc, à notre sens, il est essentiel de venir renforcer ces indicateurs afin d'accentuer la légitimité, disons, et l'utilité aussi de l'Observatoire sur ce sujet. Donc, ici, on recommande d'expliciter dans le questionnaire, à des fins de publication sur l'Observatoire, des éléments de clarification sur ces indicateurs,
un élément de clarification sur les indicateurs qui sont relatifs aux moyens utilisés dans la politique sectorielle, ainsi qu'aux seuils qui sont appliqués. Parle-t-on de seuil absolu, parle-t-on de seuil relatif? Et enfin, en termes de moyens utilisés, il y en a plusieurs ici, vous les connaissez très bien. On souhaite que puisse être, rendu disponible sur l'Observatoire, d'une part, la distribution des acteurs qui effectuent systématiquement un bilan de leur engagement sur le charbon, et d'autre part, la distribution des moyens qui sont utilisés par les institutions financières au niveau individuel dans le cadre de leur politique. Est-ce qu'il s'agit d'exclusion? Donc, dans ce cas-là, on peut appliquer les critères de la recommandation numéro 3. Est-ce qu'il s'agit d'engagement actionnarial, en particulier s'agissant des gérants de portefeuille? Donc, un engagement actionnarial qui est jugé ambitieux, ça comprend le vote en AG sur le fondement de la politique sectorielle, avec l'application des critères de matérialité et d'exclusion que j'ai mentionnés plus tôt. Ça comprend l'expression publique d'un désaccord sur la sortie du charbon ou encore la proposition de résolution en ligne avec la politique sectorielle. Et puis, un autre levier, c'est l'engagement client. Donc, ça, essentiellement pour les acteurs bancaires. Est-ce qu'il y a une demande de stratégie d'escalade en cas de non-respect d'une stratégie préalable de sortie du charbon? Est-ce qu'il y a un calendrier clair qui a été fixé par la politique? Est-ce qu'il y a une ventilation de la démarche d'engagement de l'institution financière par type d'acteur de l'industrie charbonnière, par exemple? Est-ce qu'il y a surtout un élément de systématicité? Donc, on reconnaît évidemment la difficulté qui est inhérente, à notre sens, à l'agrégation de ces critères relatifs à l'engagement. On a des moyens d'engagement qui sont de nature souvent même disparate au sein d'un même métier, dès lors que l'on va parler des banques ou que l'on va parler des gérants de portefeuille, et aussi entre métiers financiers. Donc, cette recommandation, il faut vraiment comprendre, à notre sens, qu'elle est là pour déterminer les bonnes pratiques que recommande le comité en matière d'engagement client et d'engagement actionnarial, et ce, compte tenu du besoin urgent de sortie effective des activités charbonnières. L'objectif aussi, c'est d'avoir une transparence sur les bonnes pratiques qui sont appliquées au sein de la place et sur l'élément de systématicité ou non en matière d'engagement client et d'engagement actionnarial sur ce sujet. Ce qui nous permet du coup d'aller à la 5e et dernière recommandation, qui, elle, met l'accent sur les incitations à l'élaboration, à la mise en œuvre de plans de sortie au sein de l'industrie charbonnière. Et ce, dans le cadre de l'engagement, du coup, sur les actifs charbonniers en stock. Donc ici, on recommande d'expliciter dans le questionnaire des éléments de clarification sur les contours des plans de sortie. On en avait déjà parlé dans les recommandations de février 2021. C'était l'une des dernières recommandations de mémoire. Donc, en plus de l'indicateur qui est relatif à l'engagement, on vient demander des éléments de clarification sur les dispositifs qui sont mis en place afin de pouvoir inciter le client à la mise en œuvre de ce plan de transition qui soit compatible avec la politique fixée. Donc là encore, on vient distinguer le niveau individuel du niveau agrégé. L'objectif, à l'aide des indicateurs qui peuvent être requis par les fédérations au niveau individuel, et ce, en lien également avec certaines bonnes pratiques qui ont pu être publiées au niveau global, notamment sur les objectifs de neutralité carbone et sur le manage phase-out des actifs intensifs en carbone. L'objectif, c'est de pouvoir avoir au niveau agrégé 2 types d'indicateurs. D'une part, la distribution des institutions financières qui ont incorporé et mis en œuvre ces dispositifs auprès de leurs clients au sein de leur politique. Et puis d'autre part aussi des éléments de nature plus qualitative, c'est ce que je précisais en introduction de cette recommandation, donc sur les dispositifs d'incitation qui ont été retenus par les institutions financières quant à la mise en œuvre des plans de transition dans l'industrie charbonnière. Donc je m'arrête là, j'espère que c'est clair. Je pense qu'on va prendre des questions après. L'objectif étant vraiment de pouvoir peut-être rappeler une chose, c'est que les 2 premières recommandations portent sur les informations d'ordre transversal qui doivent être publiées, sur l'existence d'une politique sectorielle et son calendrier. Ensuite, sur le périmètre qui est couvert par les indicateurs, donc le niveau retenu de la chaîne de valeur, est-ce qu'on couvre le développement? Donc là, on applique un critère d'exclusion. Également sur disons la matérialité de la politique sectorielle relative au charbon au sein de l'institution financière elle-même, avec notamment une publication de l'exposition à ce moment-là, en flux et en stock. Et puis enfin, 2 recommandations qui, elles, portent beaucoup plus sur les leviers, les modalités d'action pour venir accompagner la transition de l'industrie et exclure également tout ou partie de l'industrie dans le cadre de l'application de ces politiques. Je m'arrête là. Je crois qu'on va passer, sauf erreur, aux recommandations sur le pétrole et le gaz et qu'on prendra des questions
ensuite en toute fin de réunion pour l'ensemble des indicateurs relatifs aux énergies fossiles, sachant qu'il y a du coup une concordance quand même assez importante entre les recommandations charbon et pétrole et gaz, en tout cas dans la philosophie de la conception de ces recommandations. Donc je pense que ça peut faire sens de pouvoir prendre les questions à la toute fin. Tout à fait. Et j'espère, Christian, Merci ne pas Charlotte. avoir été trop longue. À toi, Guillaume. Parfait. Mais- Et avant de passer à Guillaume, pour ceux qui le souhaitent, ils peuvent déjà commencer à écrire les questions dans le chat. Voilà, et je passe la parole à Guillaume. Merci beaucoup, Christian, et merci Charlotte pour toute la partie effectivement charbon. Donc effectivement, il y a un certain nombre d'éléments philosophiques ou de principes un peu transverses qu'on va retrouver ici, sachant que en lien avec l'introduction qui a été faite sur les enjeux, peut-être Christian, si tu peux rester juste sur le slide d'avant en intro avant d'aller sur la recommandation numéro 1. Voilà, donc Charlotte a bien montré tous les scénarios prospectifs qui existent et que vous connaissez bien et qui derrière aussi se déclinent dans des frameworks internationaux net zéro pour les différents métiers financiers. Et donc, on a clairement, du coup, à partir de ça, souhaité, je dirais, amplifier les recommandations qui, sur la partie oil and gas, étaient limitées aux non conventionnels dans la version précédente, avec du coup quatre éléments qu'on a poussés et qui après vont se retrouver aussi dans 4 recommandations. Premièrement, c'est d'étendre les recos sur le non conventionnel à l'ensemble en fait des activités pétrolières et gazières. Pour la transition carbone, c'est bien évidemment l'ensemble du fossile qui doit être réduit. Deuxièmement, d'étendre aussi la notion d'activité controversée, et ça, Charlotte l'a bien rappelé aussi au départ, qui était limitée aux non conventionnels aussi aux projets d'expansion, qui voilà, vont devenir de moins en moins nécessaires aussi dans les années à venir pour respecter les scénarios net zéro. Donc ça, c'est important et on y reviendra. C'est vrai que Charlotte a mentionné le point au départ, il y a un vrai sujet de données de données disponibles qui reste un point de discussion et on a essayé dans ces recommandations à la fois de tenir compte de l'existant, mais aussi des potentielles aussi améliorations des bases de données qui sont à venir aussi et on l'espère le plus rapidement possible. Et donc ça, c'est vrai que ces activités controversées, l'extension notamment au projet d'expansion est rendue possible aussi par des bases de données comme par exemple la Google. Et enfin, et troisièmement, au-delà de ces sujets d'exposition à l'ensemble de la chaîne et aux activités controversées, et au-delà du côté du risque lié à la mesure de ces expositions-là, ça nous semblait aussi autant important de capturer la dynamique de transition qui existe et qui est poussée aussi au niveau de ces mêmes entreprises du secteur pétro-gazier, qui elles-mêmes sont aussi en transition. Il nous semblait important de pouvoir capturer cette dimension, je dirais, positive aussi des financements. Et enfin, au-delà de la dynamique de transition des acteurs économiques eux-mêmes de la chaîne pétro-gazière, on a souhaité poser les premières bases en termes de transition des acteurs financiers eux-mêmes, même si là aussi, vous le verrez qu'on n'est pas allé complètement au bout là-dessus en proposant des indicateurs normalisés et qu'on proposera aussi par la suite des travaux supplémentaires qui viseront à aller un peu plus loin dans la production, la définition d'indicateurs qui rendent compte de manière harmonisée pour l'ensemble des métiers financiers de la transition des acteurs financiers. Donc voilà pour le menu, je dirais, pour les recommandations qui vont suivre. Alors la première, si on va sur la recommandation numéro 1, donc c'est donc cette exposition globale qui est évidemment clé à capturer, à la fois sur le pétrole et le gaz, et avec une notion, on y reviendra, de périmètre qui est très important pour les acteurs financiers, en venant préciser justement les principaux métiers financiers qui doivent être couverts par cette mesure d'exposition, en faisant autant que faire se peut référence aux nomenclatures et bases de données existantes, sachant que dans un certain nombre de directives réglementaires, on a aussi ce mouvement-là de capturer cette exposition-là par ailleurs. Donc, c'est des recommandations qui vont aussi dans le sens de ce qui sera demandé aux acteurs par ailleurs. Alors là, on a fait une recommandation sur
un agrégat, et on le verra comment il peut se distinguer par métier, mais qui est donc sur l'ensemble du pétrole et du gaz. On a précisé en dessous et que la solution certainement la plus facile en termes de données disponibles sera de capturer, je dirais, l'ensemble des expositions aux entreprises pétro-gazières de ce secteur. Il est sûr, et on propose d'aller dans cette direction-là si cela est possible, d'ajuster, entre guillemets, par un prorata. Des entreprises comme des grands acteurs de l'oil ou du gaz sont elles-mêmes en transition. Et il est vrai que l'exposition réelle à l'activité fossile, elle devrait être prise au prorata, hein, du chiffre d'affaires de l'activité fossile au sein de ces acteurs-là. Mais c'est vrai que là aussi, les bases de données existantes font que, par défaut, c'est certainement un peu du coup majorant, on va capturer les expositions à l'ensemble de ces entreprises, alors que la réalité, encore une fois, de l'exposition fossile est à une fraction, en général importante pour ces acteurs-là, mais en tout cas quelque chose qui est inférieur à 1 par rapport à l'activité totale de l'entreprise. Donc on recommande d'aller plus loin. On a mis aussi de côté dans la recommandation générale, mais on va les retrouver à la fin des recommandations, là aussi, pour aller plus loin, sur des choses qui nous semblent importantes, en fait, pour bien capturer le risque associé à cette exposition-là. C'est d'une part la distinction oil versus gaz, qui nous semble, on l'a vu dans les graphiques, hein, de Charlotte, même si ces deux sources fossiles sont amenées à être réduites très significativement à horizon 2050. Il y a bien une temporalité qui est un peu différente sur l'oil et le gaz. Ça nous semble intéressant d'en rendre compte, mais il est vrai, là aussi c'est l'échange avec certains d'entre vous, que là aussi les bases de données actuelles sont pas toujours disponibles pour faire ce distinguo oil versus gaz. Donc, on l'a laissé aussi de côté dans la recommandation principale. Et de la même manière, sur la chaîne de valeur, il est clair que plus on va être en amont sur l'extraction, plus on sera, je dirais, au cœur des notions de stranded assets, c'est au cœur du risque. Autant les raffineries, par exemple, et le midstream vont être des assets et des activités qui vont pouvoir, en partie, se transformer vers des filières soutenables, notamment sur du biosourcé. Donc, il est clair aussi que le positionnement sur la chaîne de valeur est quelque chose qui pourrait être intéressant, mais on a choisi dans cette recommandation de rester sur un grand agrégat oil and gas, toute chaîne de valeur comprise, pour des raisons aussi de simplicité et d'applicabilité de ce type de recommandation. Alors, si on va sur la façon dont ça se décline pour les différents métiers financiers, voilà, il nous semblait important de préciser pour chacun ce qui devait être couvert en termes de couverture métier. Et donc, pour les activités bancaires, il me semblait important de préciser qu'on était à la fois sur les prêts et avances, sur le financement de projets. Voilà, ces deux éléments-là étant certainement assez évidents, mais aussi sur le financement du commerce international, le financement export et le conseil à l'émission de titres, hein, notamment sur les obligations, et puis en étendant aux garanties données et autres activités hors bilan. Donc, c'est bien là aussi que se situe l'ambition de cette recommandation. C'est bien de couvrir les principaux métiers qui peuvent être exposés à cette activité pétrogazière, pour bien capturer à l'échelle d'un établissement financier l'ensemble de l'exposition. Alors après, sur l'indicateur retenu, là, on va être un peu plus classique, comme sur le charbon, même si tout n'est pas précisé ici sur le slide, on va chercher à la fois à avoir un montant d'exposition absolu et relatif, hein. Une particularité aussi sur le secteur bancaire, c'est de pouvoir, autant que faire se peut, aussi capturer à la fois les nouvelles lignes de financement et le stock. Ça semble intéressant aussi en termes de dynamique de pouvoir capturer cette différence-là. Et puis enfin, le ratio qu'on sera notamment sur le concert d'émission de titres, voilà, se rapportera pas aux expositions et aux encours, mais bien au total des émissions, puisque là, on est sur, durant l'année de reporting, puisque là, on est sur un sujet de conseil qui ne peut pas se mesurer complètement avec le même indicateur. Donc voilà, en quelques lignes, c'est aussi plus précis, hein, dans le document Word complet, mais l'ambition qu'il y a derrière ces activités, derrière ces propositions et recommandations d'indicateurs pour l'activité bancaire. Pour les activités d'investissement, là, on va
propose de couvrir les différents types en fait, d'investissements possibles, voilà, actions, obligations, actions qu'on soit cotées hein, ou non cotées, trading de commodités, infrastructures, prise de participation au capital, instruments de dette. Voilà, donc l'idée est bien de couvrir là aussi l'ensemble des instruments d'investissement possibles, avec en termes d'indicateurs, là aussi quelque chose d'assez simple, avec à la fois un montant absolu et un montant relatif. On n'a pas retenu ici ces notions de stock et de nouvelles lignes d'investissement qui nous semblaient un peu moins prégnantes et pertinentes que pour les activités bancaires, mais évidemment, rien n'empêche d'être plus détaillé si souhaité. Sur les activités d'assurance, donc là, on est bien sur le volet passif. C'est clairement, certainement, je pense, le secteur sur lequel, et on a eu des discussions là-dessus, sur lequel il est aussi peut-être le moins évident de faire le lien à la fois en termes de différents types de primes hein, donc, et d'assurances qui peuvent qui peuvent être couvertes. On a fait le choix un peu simplifié à ce stade d'être aligné avec le rapport commun à CPR AMF sur les bonnes pratiques et donc de retenir en fait l'ensemble des primes d'assurance sur le volet non-vie. On a eu des discussions sur comment voilà, on pouvait être potentiellement moins extensif là-dessus. À ce stade, et je pense que c'est peut-être des travaux qui pourront venir compléter ça aussi dans le futur pour donner peut-être plus de guidelines là-dessus. Je pense qu'il y a un travail à faire effectivement sur les différents types de primes pour voir dans quelle mesure elles peuvent être plus ou moins justement reliées au sujet et je dirais sur leur caractère plus ou moins conséquentiel et intrinsèque sur le développement de l'activité oil and gas et qui est ce qu'on cherche quelque part à capturer hein, à travers tous ces indicateurs. Mais à ce stade, il n'a pas paru possible d'être plus précis que ça. En termes dans le document, là aussi, Word, on a été donné quelques indications en se basant notamment sur les travaux qui sont déjà faits dans le cadre de la taxonomie européenne pour essayer de capter à travers le DNSH climat l'ensemble des flux et des primes hein, liées aux activités pétrogazières. Donc ça peut être une piste en fait pour capturer au niveau des données et du travail qui sera à faire de ces flux exposés au secteur pétrogazier. Mais en termes d'ambition d'indicateurs, à ce stade, il nous semblait intéressant de rester sur un périmètre plus large. Donc voilà pour la déclinaison de cet indicateur global d'exposition aux activités oil and gas. Maintenant, si on va à la recommandation 2, donc elle est dans l'esprit d'être dans l'extension en fait de ce qui était déjà dans les recommandations précédentes, qui était limité aux ressources non conventionnelles. Donc là, on est sur un volet, hein, contrairement au volet précédent où on couvrait l'ensemble de la chaîne de valeur de l'oil and gas. Là, ici, on se focalise hein, sur l'exploration et production sur le non conventionnel et puis sur les en faisant une extension sur le volet nouveaux projets expansion sur à la fois la production, mais aussi sur tout ce qui est terminaux logistiques, sur à la fois le pétrole et gaz, et puis de manière générale, et puis de manière plus particulière sur les gaz naturels liquéfiés. Donc, ici, cette extension-là, par rapport au volet non conventionnel, nous paraît souhaitable, encore une fois, eu égard aux objectifs hein, des scénarios net zéro, enfin en tout cas de pouvoir le capturer, l'exposition des assouplissements financiers sur ces différentes activités-là. On va ici, et ceci est rendu possible par et on peut aller juste sur le slide d'après, sur les bases de données externes et notamment la Google, que déjà beaucoup d'entre vous existent, mais ce n'est évidemment pas la seule base de données, qui permettent de faire ce fléchage-là sur ces activités controversées. L'idée ici est pas seulement de se dire que telle entreprise, qui peut être une de vos contreparties, est présente
dans ces activités controversées, beaucoup le seront, mais bien de capturer, je dirais, le prorata, hein, en termes d'exposition, de ce que ces entreprises-là font dans ces activités controversées. Et ça, c'est rendu possible justement par la Google, qui permet justement de dire quel pourcentage de productible est fait dans ces activités qui ont été listées au-dessus, et donc qui permet du coup de prendre en compte de manière plus juste, en fait, en termes d'exposition, l'exposition, je dirais presque réelle, hein, même si ça reste sur ces activités controversées, et pas l'exposition aux acteurs qui ont une toute petite partie dans cette activité controversée. Donc là aussi, on essaie de se rapprocher d'une exposition réelle des acteurs financiers. Donc voilà pour cette recommandation numéro 2, qui est plus une amplification et une extension des recommandations précédentes du CSE. Et je passe à la recommandation numéro 3, et donc qui là, comme la 4, hein, se préoccupe cette fois-ci des plans de transition, hein. Donc encore une fois, c'est une industrie, et là on a parlé de plans de transition sur le secteur pétrolier et gazier, et donc là et non pas, je dirais, de plan de sortie. On a une dynamique un petit peu différente que celle du charbon, puisque ces entreprises-là sont en cours aussi de se réinventer avec différents business models possibles, mais globalement avec la vocation à faire baisser aussi leurs émissions de gaz à effet de serre, et de basculer vers d'autres énergies, en se réinventant vers d'autres énergies moins carbonées. Donc là, l'idée, c'était de capturer cette dimension-là avec ces différents éléments, c'est-à-dire à la fois les objectifs de réduction de GES, et d'autre part les objectifs d'augmentation de leur activité d'atténuation du changement climatique. Et là, on a essayé autant que faire se peut de se rapprocher des critères qui peuvent exister, notamment dans la taxonomie européenne ou d'autres frameworks. Alors, de manière plus précise, ce qu'on recommande derrière ça, plutôt que de dire est-ce que oui ou non ces entreprises-là sont dans un plan de transition ou pas, on a essayé de nourrir, et c'est le slide d'après, avec différents sous-points qui nous semblent objectifs. Alors, avec l'idée, non pas de pouvoir, à ce stade, et c'est peut-être là aussi un objectif, je dirais, pour une future évolution des indicateurs, de pouvoir dire, par rapport à des objectifs, par exemple, de tant de pourcentage de réduction d'émissions de GES, si ces objectifs-là que se donnent les entreprises sont bien conformes, si vous voulez, aux objectifs internationaux, ou si le taux de CAPEX, par exemple, en technologie low-tech, low carbone, Charlotte a montré au départ, hein, le taux d'investissement aujourd'hui des acteurs pétro-gaziers dans les technologies bas carbone, il n'est pas encore au niveau de ce qui est attendu dans la transition. Donc, il y aurait certainement tout un tas d'indicateurs aussi qui permettraient de mesurer dans quelle mesure ces acteurs-là sont en retard ou pas par rapport à ce qu'il leur demandait en termes de transition. Et je dirais, c'est tout d'ailleurs l'objet, hein, d'un référentiel comme ACT, hein, Assessing the Carbon Transition, qui justement pose des briques qui permettent de juger ou pas non seulement de l'ambition, mais aussi de là où en est l'entreprise dans cette transition bas carbone. Et donc, il y a ACT Oil and Gas qui permet de faire ça. Seulement, la problématique, et on revient au sujet des données, c'est qu'aujourd'hui, malheureusement, ACT ne couvre pas l'ensemble des acteurs et des contreparties que vous financez, et donc ne peut pas être utilisé en tant que tel comme base de données unique. Donc là, on a plutôt du coup fait le choix non pas d'apporter un jugement, mais de lister l'ensemble des objectifs, hein, et c'est à chaque fois des objectifs que se donnent ces entreprises-là en termes de plan de transition, et ce qui peut quelque part constituer différentes briques d'un plan de réduction. Donc, premièrement, un plan de réduction de leur empreinte carbone, à condition effectivement que ces entreprises-là précisent les scénarios retenus. On a doublé aussi d'un objectif de baisse de la production d'hydrocarbures fossiles, donc en valeur absolue. Il semble intéressant de pouvoir capturer ces éléments-là. Troisièmement, au-delà du sujet de la mise sur le marché d'énergie fossile,
un point particulier sur la réduction des fuites de méthane et de torchage, qui reste encore un sujet aujourd'hui pour les acteurs pétrogaziers. On a rajouté 2 éléments sur la réduction, les objectifs de réduction en fait, des émissions de GES sur 2 périmètres qui correspondent bien à leur périmètre de responsabilité. Un sur le scope 1 et 2, à la fois en valeur absolue et en intensité, mais aussi sur la totalité du périmètre, qui est de plus en plus le type d'indicateur qui se développe aussi par les acteurs pétrogaziers, c'est-à-dire en prenant en compte le scope 3 amont et aussi le scope 3 aval, c'est-à-dire la combustion des ressources fossiles qui sont mis sur le marché. Il nous semble intéressant de capturer dans quelle mesure ces entreprises-là ont défini des objectifs sur ces 2 dimensions. Et puis enfin, la partie positive aussi, c'est dans quelle mesure les CAPEX et OPEX, alignés avec la taxonomie européenne, dans quelle mesure ils sont donnés des objectifs d'augmentation de ces CAPEX et ces OPEX. Donc là-dessus, on est bien conscient que ces données-là, aujourd'hui, peuvent exister à l'échelle des acteurs, qu'il n'y a pas aujourd'hui de base de données unique qui donnerait la réponse, je dirais, à l'ensemble de ces questions, mais qu'on a aujourd'hui des briques qui existent par différents acteurs et que ces éléments-là ont aussi vocation, et c'est aussi pour nous un des objectifs de ces recommandations du CSE, c'est aussi d'indiquer aux parties prenantes tierces de différentes natures qui ont vocation aussi à consolider ce type de données-là, que ce sont des données qui sont importantes et qui ont vocation à être partagées. Mais on est bien conscient qu'il n'y a pas aujourd'hui de base de données simple et complète qui permettent de renseigner l'ensemble de ces points. Donc voilà pour cette recommandation 3, donc, qui est sur la transition des acteurs eux-mêmes, où on a défini un canevas qui nous permet de capturer dans quelle mesure les entreprises financées sont en transition avec ces différents critères. Et puis enfin, et pour en venir cette fois-ci à la transition des acteurs financiers, je pense que c'est aujourd'hui on est du coup des différents frameworks aujourd'hui invitent les acteurs financiers à faire état justement de leur objectif de transition. On a fait le constat qu'aujourd'hui, il n'y a pas de manière harmonisée cross-métier qui permette de rendre compte en fait de la baisse de l'exposition et aux activités et projets d'extraction et de production de pétrole et gaz. Et donc, ces notions de plan de transition aujourd'hui, même si elles existent théoriquement, un certain nombre de frameworks ne sont pas suffisamment encore précisées pour que l'ensemble des acteurs, je dirais, reportent de la même manière à travers des indicateurs comparables. Donc, à ce titre-là, la recommandation ici est plus une recommandation qui est faite aux acteurs financiers et notamment aussi aux fédérations, c'est-à-dire de reporter de manière harmonisée par métier, parce qu'on est conscient qu'il y a des spécificités au métier bancaire, au métier de l'assurance, au métier de l'investissement, en précisant donc à chaque fois qu'est-ce qui est inclus ou exclu dans ces plans de transition, de la même manière que on a défini pour l'exposition globale, ce qui nous semblait être pertinent d'inclure dans le périmètre. Là, l'idée est qu'on recommande aux acteurs et aux fédérations du coup de préciser leur méthode, de produire une méthode harmonisée en précisant le périmètre, en précisant aussi quel est l'objectif en fait, de réduction de l'exposition à la fois à court terme et à long terme. Ces 2 horizons de temps nous semblent intéressants, avec une articulation entre à la fois de la réduction d'exposition sur l'ensemble du pétrogazier et un objectif de sortie sur les projets non conventionnels et les projets d'expansion, qui sont quelque part un peu le miroir de ce qui a pu être dit pour le charbon. Et puis, enfin, aussi de préciser quelle méthode, quel scénario, quel référentiel guide ces plans de réduction. Donc là, la recommandation à ce stade, et on s'en est arrêté là dans ce document-là, et on verra par la suite qu'on prévoit des travaux qui permettront au CSE de faire des recommandations cette fois-ci plus précises en termes d'indicateurs normalisés et agrégés. Mais à ce stade, on a laissé une recommandation qui demande aux acteurs et à la profession
d'avancer dans la normalisation par métier de leurs indicateurs de plan de transition. Donc voilà pour ces 4 recommandations pétrole et gaz. Pour aller, on a assorti aussi dans le document d'une petite section pour aller plus loin qui va reprendre des choses que j'ai déjà dit un petit peu au départ. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà des questions de données, on s'est limité justement à des grands agrégats à certains moments pour des questions de données. On recommande autant que faire se peut de distinguer quand c'est possible, quand l'information est disponible, le volet pétrolier, le vecteur gazier. De distinguer aussi les expositions suivant le positionnement de la chaîne de valeur. Je l'ai rappelé tout à l'heure entre l'upstream et le midstream. Et puis, au-delà de ce qui a été listé comme critère de plan de transition des entreprises, là aussi, on invite les acteurs à aller plus loin que ce qui a été listé dans cette liste-là, hein, qui est déjà, je dirais, cohérente et consistante, mais on invite évidemment à faire plus quand ça peut paraître intéressant, et c'est vrai et c'est possible sur certaines catégories d'actifs, sur des infrastructures, par exemple, en direct. Voilà, c'est possible d'être potentiellement plus précis quand on est dans des projets d'actifs réels ou en termes d'encours de dedicated purpose, par exemple. Donc voilà pour aller là-dessus. Et je crois, avant de passer aux questions, qu'on voulait aussi vous faire part des prochains travaux, justement du CSE, là aussi, juste pour compléter par rapport à ce qui a été dit, et je vois certaines questions qui arrivent dans le chat. À ce stade, justement, on s'est auto-limité, hein, sur la recommandation numéro 4 pour des raisons tout simplement, hein, de temps de travail disponible et de capacité de travail disponible pour fournir des indicateurs plus précis justement sur les plans de transition des acteurs financiers. Qui est mentionné dans le chat, à la question des dates de sortie, par exemple, hein, sur les non conventionnels ou autres. On a aujourd'hui le CSE propose justement d'approfondir en 2023 cette question de plan de transition des acteurs financiers. Donc, pour apporter justement ce type de réponse-là, avec à la fois ce qui a été aussi mis dans une question, et ce qu'a proposé aussi Karen, à la fois des recommandations au niveau des acteurs individuels, hein, mais aussi au niveau des règles d'agrégation, hein, et mécanismes d'agrégation au niveau de chaque fédération. Donc, tout cela reste entre guillemets à construire en 2023, pardon. Mais on a souhaité d'ores et déjà inciter, à travers cette recommandation numéro 4, à continuer les travaux qui sont déjà initiés dans les fédérations pour reporter d'ores et déjà de la manière la plus harmonisée possible au niveau de chaque fédération. Voilà pour cette partie. Et je crois, Christian, qu'on arrive au temps des questions. Au bout Réponses. de la présentation, tout à fait. C'est le temps des questions-réponses. Merci beaucoup, Guillaume. Il y en a pas mal, et notamment donc, sur le pétrole et gaz. Et donc, Charlotte, Stéphane, si vous voulez compléter les réponses, n'hésitez pas. La première question auquel j'ai pas pu répondre, donc il y en avait une sur les Je crois précédentes que les recommandations, caméras hein, donc j'ai fonctionnent envoyé. désormais, Christian, c'est ça? Oui, tout à fait. Vous pouvez mettre vos caméras. La la question était sur les non conventionnels. Est-ce que tu peux expliquer un peu plus ce qui leur est reproché, notamment, par exemple, pour le non conventionnel en eau profonde ou en zone arctique? Alors, enfin, là, l'idée, hein, je dirais, c'est encore une fois, encore une fois, mais les recommandations à ce stade, hein, du CSE, enfin, on pourrait faire toute la littérature, hein, qui existe sur les impacts environnementaux des différents types de projets non conventionnels, hein, qui d'ailleurs évoluent aussi en tant que tels, et heureusement d'ailleurs font l'objet aussi de la part des acteurs pétroliers de mesures qui petit à petit visent à réduire les impacts environnementaux de ces projets. Donc là, voilà, je n'ai pas ici
enfin, je pense que c'est pas forcément le lieu pour résumer en quelques mots ce qu'il aurait reproché précisément. Voilà, il y a un certain nombre d'impacts environnementaux qui sont documentés. Là, ce qu'on a souhaité faire ici aussi pour des raisons de données, hein, c'était de se reporter aussi aux différents frameworks, hein, qui existent et qui listent un certain nombre de ressources non conventionnelles et qui sont déjà tracées par différentes parties prenantes. Et l'idée pour nous est de s'inscrire dans ces cadres-là plutôt que voilà, d'en réinventer d'autres de manière ad hoc. Voilà. Donc, j'ai pas de réponse très précise, spécifique sur chaque type de conventionnel. Chaque type de non conventionnel a souvent un certain nombre d'impacts sur la biodiversité, qui sont spécifiques et qui sont très différents aussi suivant les lieux où ils prennent place. Mais voilà, je n'ai pas de réponse très précise là-dessus. Charlotte, Stéphane, vous voulez compléter? Puisque la prochaine sera à nouveau pour Guillaume, Oui, je je pense. tenais à dire que Sur l'indicateur. je tenais à dire que sur le non conventionnel, on avait effectivement publié les recommandations en septembre 2021. Donc, je crois que c'est à l'attention d'Alexandra, de Christophe. Vous verrez l'analyse des impacts que l'on a fait d'un point de vue climatique, environnemental. Bon, évidemment, d'un point de vue climatique, l'effet lock-in, mais ça, c'est parce qu'en fait, plus de la moitié, et sauf erreur de ma part, l'année dernière, les 2/3 de l'expansion pétro-gazière ont été faits sur des techniques non conventionnelles d'extraction. Donc, c'est la raison pour laquelle on parle de lock-in, étant donné la durée de vie des centrales à gaz et des capacités d'extraction également, en particulier. Ensuite, on a toute une revue de littérature sur le contenu CO2 équivalent des énergies fossiles non conventionnelles, en particulier s'agissant du méthane, étant donné généralement, et ce au vu de la littérature évidemment, donc on est sur des moyennes, mais une intensité méthane plus importante. Et puis des effets effectivement sur l'environnement qui, eux, ont été renseignés en particulier dans la littérature d'ordre géologique, en particulier en matière de protection de la biodiversité et de réduction de l'empreinte au sol des activités énergétiques. Là, il y a pas mal aussi de littérature sur le sujet, en particulier en article sur la biodiversité et l'impact des méthodes d'extraction dans cette région en particulier. Mais vous verrez tout ça du coup dans les recommandations de septembre 2021. La raison pour laquelle je reprécise la date, c'est parce que quand vous cliquez, excusez-moi, sur le lien, vous avez l'ensemble des recommandations. Donc, elle est bien sur le document de septembre 2021. Et en page, pour être précise, en page 6, 7, 8, vous verrez les justifications sur ce point. Voilà, à Charlotte? voir après effectivement si il faut compléter en renvoyant de la littérature. Enfin, mais voilà, je pense qu'en combinant ce qui était déjà dans la version précédente, hein, Charlotte sur le non conventionnel et l'actuel, je pense on a toutes les sources qui permettent de justifier ces différents éléments. C'est ça, et peut-être, Guillaume, si je peux me permettre de compléter également, parce que je crois qu'il y a une question sur le sujet. Enfin, il y a pas, enfin, Guillaume vient me compléter ou me contredire, évidemment, si c'est le cas, mais on n'a pas de calendrier spécifique sur le non conventionnel. Peut-être rappeler que la raison pour laquelle on avait largement mis l'accent sur le non conventionnel en septembre, c'était pour pouvoir initier la discussion sur le pétrole et le gaz à un moment où, il y a près de 2 ans, c'était beaucoup moins le cas. Et parce qu'on est sur la place de Paris et que c'est beaucoup plus simple de parler de non conventionnel en France que ça ne l'est là où je vis en ce moment, aux États-Unis notamment, au Canada, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle on s'était aussi penché sur le sujet, aussi pour les raisons que je viens d'évoquer, à savoir qu'encore une fois, la majeure partie, ou en tout cas une partie conséquente des nouvelles capacités d'extraction sont aujourd'hui non conventionnelles. Et c'est donc aussi la raison pour laquelle on se penchait là-dessus, en sus du coup des impacts environnementaux et sur la santé publique que j'ai mentionnés. Mais du coup, il n'y a pas de calendrier spécial, sauf erreur, hein, mais Non. Guillaume, pour le non conventionnel, enfin, genre, c'est l'ensemble du pétrole-gaz. Par ailleurs, l'AIE, dans ce scénario net zéro, et le GIEC également, que ce soit dans son scénario P3 et P4, sauf erreur, ne font pas non plus le distinguo, hein. C'était seulement une manière, notamment, de pouvoir rentrer dans le sujet sur la place, à un moment où parler d'accompagnement de la transition de l'industrie pétro-gazière, voire de désinvestissement de certains segments, était très peu possible à l'époque. Merci. Je vous propose de passer à 2 questions peut-être plus techniques. L'une un peu généraliste, qui te demande donc sur la reco 3, comment imaginez-vous
donc les acteurs financiers consolident ou reportent les indicateurs donc, que vous préconisez de collecter auprès des clients. Et une autre un peu technique, et là ça va concerner plus l'immobilier et les 2 thèmes de recommandation, pour savoir si ces recommandations donc s'appliquent à l'immobilier et si oui, à quel niveau de l'immeuble, de l'activité des locataires dans l'immeuble, sur ces activités hors de l'immeuble, et cetera. Merci. Alors, juste sur l'immobilier, je suis pas sûr de complètement comprendre la question, dans la Je mesure où crois là, que on la est réponse est assez simple, c'est non, hein, oui, oui, voilà, non, mais voilà, je cherchais c'est s'il y avait une subtilité ou pas, mais voilà, non, je pense que, enfin, en tout cas, pas encore. non, pas encore, voilà. Donc non, on n'est pas sur l'immobilier. Enfin, peut-être que la question peut venir par l'assurance sur des actifs immobiliers appartenant à des entreprises, pétro-gazières. Voilà, c'est peut-être ça le seul lien qui pourrait être fait, mais en tout cas, on n'est pas sur, l'exposition au secteur immobilier en tant que tel. Sur, le volet, sur la question qui revient sur le sujet de la sur la reco 3 qui effectivement propose de, d'avoir un indicateur qui permet de rendre compte, en fait, à différents niveaux, si les entreprises, pétro-gazières, sont engagées dans des plans de transition et avec différents points, hein, qui ont été listés, ci-dessous. Ça nous semble être, en fait, le type d'information, qui, aujourd'hui, alors peut-être, tout à fait, collecté via un engagement avec ces différentes entreprises-là, ou sur la base d'une analyse faite par des acteurs tiers et un certain nombre de data providers euh, euh, collectent d'ores et déjà ce genre d'informations, mais je le mentionnais bien et on en est conscient. Aujourd'hui, cette information telle qu'elle est formulée ici, avec l'ensemble des points, c'est sur le slide d'après, euh, le slide numéro, voilà, enfin le slide qui suit, aujourd'hui ne font pas l'objet d'informatage dans une base de données tierce en libre accès, hein. Donc, ça reste effectivement un point sur lequel il peut y avoir de la recherche propre, évidemment, à chaque acteur financier. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être sur lesquelles les data providers peuvent progresser pour fournir ce type d'informations. Et les fédérations peuvent aussi avoir un rôle. Après, sur la consolidation, sur peut-être pour revenir aux différents points dans la question, non, voilà, c'était consolider et reporter, hein. Donc, on imagine avoir ici un pourcentage en fait des entreprises, c'est comme ça qu'on l'a écrit, hein, dans le document, qui qui auraient des plans de réduction, un pourcentage d'entreprises qui auraient des objectifs de baisse de production, un pourcentage d'entreprises qui auraient des plans relatifs. Voilà, donc c'est la manière dont on imagine en fait que ça puisse être consolidé. C'est-à-dire que c'est pas un et. On pense que c'est intéressant de capturer cette information une à une. Voilà. Merci. Du coup, je vous propose une question un peu plus réglementaire, qui demande si vous voyez donc dans les prochaines, échéances réglementaires, donc, que ce soit la CSRD, taxonomie et autres, qui pourraient rendre obligatoire la publication donc, de ces données et donc, notamment par exemple pour le hors bilan. Alors moi, je suis désolé, j'ai pas la réponse à cette question. Hem, voilà, pour ma part, je sais pas si d'autres personnes autour de la table, Enfin, ont peut-être que Charlotte est plus à même de répondre, mais dans les ESRS, on va retrouver des éléments qui sont, comment dire en français, qui overlappent certaines de nos recommandations, bien évidemment, notamment sur les plans de transition. Mais je ne sais pas si tu veux dire quelque chose là-dessus, Charlotte. Non, non, c'est exactement ça. J'allais parler du chevauchement avec les standards européens. J'ai la chance de ne plus suivre, la CSRD, donc je ne sais pas, s'il y a des éléments sur le hors bilan, mais ça m'étonnerait par ailleurs, mais je me trompe peut-être. Il y en a dans l'acte délégué article 8 taxonomie, ça c'est sûr. Donc est-ce qu'il y a une approche similaire qui a été retenue? On va regarder si vous voulez. Peut-être dans les principes généraux, il faut regarder, effectivement. Il y a une question, si vous préconisez ou alors si ça fait partie de ce sur quoi vous travaillerez,
Donc, une date de sortie pour les projets, non conventionnels. Voilà, donc ça, c'est effectivement le le point sur lequel la Charlotte a commencé à répondre tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses. C'est vrai que, j'ai indiqué à l'oral et j'ai fait ce distinguo-là entre, des plans de réduction, sur, le global de l'oil and gas et des plans de sortie, sur, le non conventionnel et l'expansion, hein, dans la mesure où, je dirais à impact, enfin à mégajoule, constant, on a on a un impact mental qui est a priori plus important sur le non conventionnel. Donc dans une dynamique de réduction, il paraît logique de réduire de manière prioritaire sur le non conventionnel. Je traduis ça en termes d'objectifs de sortie. Aujourd'hui, il n'y a pas effectivement, de de, de date de sortie dans différents scénarios qui s'imposeraient sur ce sujet-là. Je pense que c'est complètement un point sur lequel on souhaite, travailler et produire des recommandations justement en 2023. Merci. On vous demande aussi, si vous recommandez un scénario de référence pour la politique oil and gas. Guillaume, tu souhaites répondre? Non, mais je pense que pour moi, ça va être, enfin, je te laisserai parce que c'est aussi en lien avec les travaux AIE que tu suis, je pense, Charlotte, de manière plus précise. Enfin, je sais pas si tu souhaites toi, répondre là-dessus? Oui, alors effectivement, oui, puisque je suis membre du groupe de travail de l'AIE sur ce sujet. Effectivement, non, on est dans le on est dans le scénario net zéro de l'AIE. Ce qu'on pourra faire, et je vais le mettre là sur le chat, c'est, dans le sillage de la guerre en Ukraine, l'AIE n'a pas révisé son scénario net zéro, mais a précisé, tel que je l'ai fait dans l'introduction aussi tout à l'heure, quel était exactement ce qu'elle requérait dans le cadre du scénario net zéro, et ce, dans son World Energy Outlook qui a été publié en novembre 2022. Donc, je vais vous mettre le lien avec les pages exactes, parce que ça peut vous aider. Mais non, grosso modo, effectivement, scénario net zéro de l'AIE, ce qui, à notre sens, est devenu le scénario de référence, qui, en tout cas, l'est dans les travaux qu'on mène auprès des pays, côté FMI, par exemple. Donc, c'est la raison pour laquelle on se situe dans ce cadre-là. Mais Guillaume, je ne sais pas si tu veux compléter. Si, non, Peut-être que mais la question, j'espère avoir bien saisi aussi la question, hein. J'ai peut-être manqué non, je pense que c'est certaines précisions. je Oui, pense que juste non, un élément là-dessus peut-être, c'est mmh. qu'on nous, on ne souhaite pas, comme le dit Charlotte, on s'inscrit dans ce cadre de référence. En revanche, c'est pas un élément de préconisation. On ne veut pas être prescripteur d'un scénario, hein. Je pense qu'il y a Non. quand même une Oui, petite non, c'est ça, différence Stéphane, entre tu les as 2. raison. Oui, oui, c'est ça. Et par ailleurs, la raison pour laquelle on dit ça, c'est qu'en plus, ces scénarios sont amenés à évoluer aussi. Et puis, ça ne sont que des scénarios, avec tous les éléments de prospective notamment, et que ça comprend. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est effectivement un cadre de référence. Je vous envoie le lien vers le World Energy Outlook en vous mettant la page en question. Voilà. Après, Bonjour à tous, excusez-moi juste pour compléter. C'est vrai que même dans nos travaux, nous avons en général tenu à regarder plusieurs scénarios pour éventuellement les comparer et pour voir qu'est-ce qui était plus ou moins convergent ou dissonant. Je pense que notre rôle, c'est plutôt celui-là, d'avoir cette vision un peu globale que d'en choisir un. voilà, c'est pour ça qu'on indiquait effectivement, dans la reco notamment 4, hein, de préciser les scénarios, qui sont utilisés. Après, dans les travaux qu'on fera en 2023, là aussi par rapport à l'univers des possibles, que ce soit le scénario AIE ou la NGFS aussi qui va réviser ces scénarios. Voilà, je pense qu'on mettra là aussi à titre indicatif les jeux de scénarios qui sont aussi, cohérents, entre eux. Voilà, mais après on n'a pas effectivement de recours à ce stade qui soit plus précise, que ça. Mais par ailleurs, peut-être pour compléter, Guillaume, effectivement, sur les scénarios NGFS, on est en train de les amender, notamment pour prendre en compte justement, et c'est en lien avec le lien que je viens de mettre sur le chat, les conséquences de la crise énergétique 2021-2022. Et ce, en s'attaquant également à la baseline des scénarios, qui même avant la guerre, avait, enfin, en tout cas, été source, à juste titre, de critiques.
Donc, c'est la raison pour laquelle ces travaux, pour le coup, seront publiés d'ici la fin de l'année, a priori, en tout cas pour une première salve. Donc, effectivement, on pourra. Enfin, je réfléchis à voix haute et comment on dit? Sous le contrôle, c'est ça? De Christian, de Raphaël, de Stéphane, on pourra effectivement peut-être les présenter aux côtés de certains acteurs. Merci. Il y a une dernière question sur le chat. Donc, si pour ceux qui ont eu déjà des réponses, vous souhaitez avoir plus de précision, n'hésitez pas à nous le dire ou à le mettre. Je ne vois pas de main levée. Donc, la dernière question pour l'instant sur le chat, c'est quelle métrique peut-on utiliser pour mesurer l'expansion, que ce soit le greenfield ou le brownfield, à part donc les données CAPEX qui sont parfois manquantes, donc selon les entreprises. Et donc, quelle prise en compte des réserves P1, P2, pardon, excusez-moi, dans les politiques d'exclusion? Alors sur le premier point, alors sur le on était effectivement aussi, à un moment donné, partant pour prendre en compte initialement les CAPEX et puis devant justement le côté, encore granulaire de la disponibilité de ce type d'informations-là, du coup, on est reparti, sur les données actuellement, qui sont, traquées et documentées par justement, des bases de données comme la Google. Donc c'est ça aujourd'hui qui, auquel on se réfère en fait, hein, pour capter, l'expansion et les projets d'expansion, des différents acteurs pétroliers dans cette base de données-là. Donc avec les limites que ça peut avoir. Après, à ce stade, on ne sait pas sur l'oil and gas, hein, positionner sur des, heu, des politiques d'exclusion, hein, ou de recommandations sur des politiques d'exclusion, notamment sur le sujet des réserves, hein. Moi, c'est peut-être un point là aussi qu'on travaillera là aussi en 2023 et c'est des inputs aussi pour ce travail-là sur, les différents plans de transition des acteurs financiers et là, on pourra aller un peu comme sur le charbon. Je pense que c'est l'idée aussi, hein, d'aller, sur les différents outils, heu et approches possibles pour un acteur financier, dont l'exclusion, dont l'engagement et cetera. Donc là, on pourra aborder ces questions-là. C'est pas des questions qu'on a abordées, à ce stade dans le cadre de ces recommandations. Heu Oui, Sur les 2 questions que je vois aussi, c'est ça. donc, alors oui, ça pose la question effectivement de la transparence. Donc là, on est à la transparisation, hein, des investissements. On a, on sait plutôt, là, on n'a pas fait de différence effectivement à ce stade entre les investissements, en direct, ou les investissements via des tiers, entre les investissements, dans des infrastructures de production ou dans des corporates qui soient cotés ou non cotés. Donc là, ça reste, un point aussi sur, certainement de progrès et là, je pense que les recommandations seront on n'a pas fait de différence en termes d'exposition, de calcul d'exposition, même si c'est évident que plus on est éloigné, moins ça sera précis. Par contre, ça sera effectivement, à mon sens, dans les recommandations sur les politiques de transition qu'on pourrait avoir des différences finalement en termes de suivant le caractère plus ou moins proche, de l'activité, pétro-gazière, concernée. Donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose j'ai l'impression que je botte en touche pour 2023, mais qu'on pourra traiter par la suite. Heu, sur l'autre question sur le choix entre le pourcentage de CA ou le pourcentage de production, en fait, donc là, c'était, on a plutôt penché dans ce qu'on a écrit sur le pourcentage de chiffre d'affaires, sur le volet, hein, de l'exposition globale où donc prenons un acteur au hasard, comme Total qui a, voilà X % de son activité, dans l'oil, dans le gaz et tant dans l'électricité ou la biomasse. Il nous semblait que du coup, c'était plus compliqué de faire des pourcentages, de relier ça à des pourcentages de production, puisqu'on n'a pas forcément la même unité physique et que ça nous semblait plus simple, voilà, et de manière plus homogène de recourir à des pourcentages de chiffre d'affaires. Donc c'est pour ça qu'on s'est orienté, là-dessus, pour ce prorata-là. Heu, Même si après, au sein de l'activité, pétrolière ou gazière, cette fois-ci pour prendre en compte la part, du non conventionnel,
ou de l'expansion. Là, on a plutôt, du coup, on s'est référé plutôt à un pourcentage de productible. Et donc là, on est plutôt sur un pourcentage de production. Donc là, c'est pour la distinction au sein du non conventionnel par rapport au conventionnel, par rapport au total, c'est plutôt pourcentage de production. Mais après, pour l'ensemble de l'activité d'une entreprise qui peut être diversifiée dans différents types d'énergie, voire même dans différents éléments de la chaîne de valeur, le chiffre d'affaires nous semblait la moins mauvaise solution. Et enfin, sur la question sur l'exposition, l'extraction et exploration, peut-être pour préciser sur la mesure de l'exposition globale, là, et on a fait dans le détail du document Word, on propose de passer notamment pour les activités bancaires par les codes NAS. L'idée est bien de capturer l'ensemble de l'activité d'une entreprise sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est-à-dire que ce n'est pas de se limiter uniquement à l'extraction et à l'exploration. Donc ça, c'est pour l'indicateur et la reco numéro 1. Par contre, effectivement, pour la reco numéro 2 sur le non conventionnel et l'expansion, là, on propose de se concentrer principalement sur l'extraction exploration. Et le fait de pouvoir communiquer séparément sur la chaîne de valeur sur le 1, c'est-à-dire de distinguer l'upstream du midstream, nous paraît plutôt une bonne pratique à favoriser en sus, mais on n'a pas souhaité la mettre comme une recommandation principale pour des raisons là aussi de disponibilité de données et de travail à réaliser pour parvenir à cette différence. Mais ça nous semble évidemment quelque chose d'intéressant, mais plutôt quelque chose qui est dans la section pour aller plus loin que dans la recommandation principale. Je crois qu'on a parcouru toutes les questions. Il reste quelques minutes, donc on peut peut-être encore en prendre une ou deux si vous en avez, et sinon on va passer à la conclusion. Peut-être pour la question de Marine, si vous pouvez venir la préciser, mais effectivement, on ne se concentre pas nécessairement uniquement sur l'extraction-exploration, on met l'accent là-dessus pour plein de raisons, mais on vient demander également, tant côté charbon que pétrole-gaz, des informations sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Et surtout, on vient demander si la politique et du coup les données qui sont publiées prennent en compte l'ensemble de la chaîne de valeur, comprenant notamment le raffinage. Je ne sais pas, Guillaume, si tu veux compléter, et Marine, si vous voulez préciser votre question, si cela vous est utile. Non, je crois que c'est bon, justement. Je crois que ça répondait Parfait. bien à la question. Oui, tout à fait. Merci, Charlotte. Il y en avait une autre de Martin, Guillaume, sur le choix entre le pourcentage de chiffre d'affaires ou le pourcentage de production des acteurs. Oui, mais j'ai répondu tout à l'heure, je crois que tu étais peut-être Ah oui, pardon, mais oui, ouais. excuse-moi. J'étais juste en train de reprendre les questions. Pas de problème. Parfait. Du coup, je ne vois pas d'autres questions, donc je vous propose de conclure. Donc Guillaume, Stéphane et Charlotte, si vous avez un mot de conclusion. Je peux commencer sur les... Non, merci beaucoup à tous. On peut, donc, sauf erreur, Christian va publier les recommandations dans la foulée. N'hésitez pas à nous contacter. On peut mettre nos mails si vous le souhaitez. Enfin, je ne sais pas, Christian, comment tu veux qu'on fonctionne. Si vous avez des questions sur les recommandations, sur le fond, également sur les modalités d'application. Et puis, on enclenchera de nouveaux travaux dans les prochaines semaines. Et puis, on viendra aussi peut-être communiquer de manière un peu plus grand public sur ces recommandations dans les jours et semaines qui viennent, afin de pouvoir aussi enclencher le dialogue sur celle-ci. Et je tiens à remercier de mon côté tous mes collègues du comité scientifique, Christian, Stéphane, Anna, que je vois en vidéo, et Guillaume notamment, pour le travail. Mais je te laisse compléter, Guillaume, et Anna et Stéphane. Oui, peut-être juste un tout petit mot, encore une fois aussi, là aussi c'était un travail d'équipe, et merci à tous, et merci aussi, comme ça a été dit en introduction, aussi au temps que vous avez bien voulu passer. C'est pour nous, je pense, c'est pas du tout un point d'arrivée, mais c'est plutôt un point de passage. On est à la fois conscient voilà, à la fois de l'intérêt, pour nous en tout cas, persuadé de l'intérêt de ce type d'indicateur-là, mais aussi des efforts à faire pour les produire. Et je pense qu'il y a du travail qui reste à faire aussi du côté des données. Par ailleurs, il y a des choses qui sont à préciser. Donc, on le voit comme une pierre, je dirais, à
un travail collectif et commun avec l'ensemble des acteurs. Et donc, on sera vraiment voilà, très intéressé pour poursuivre la discussion, pour rendre ces indicateurs encore plus opérants, efficients voilà, dans l'année à venir. Voilà. Anna, tu voulais rajouter quelque chose? Non, rien de particulier. Pareil, je remercie Charlotte et Guillaume qui ont pris vraiment beaucoup de temps aussi dans la rédaction et Christian pour le travail de facilitateur, parce que c'est vrai que ce sont des questions qu'on a essayé de débattre de façon plus transparente possible. Et voilà, merci. Écoute, rien non plus à rajouter, si ce n'est vraiment de remercier Charlotte et Guillaume. Et j'espère que vous appréciez la transparence et les échanges. Et comme il a été dit, on est vraiment partant pour continuer parce que c'est une richesse collective qui, euh, qui, euh, qui alimente ces travaux et dont on a besoin. Je te laisse conclure définitivement et peut-être donner peut-être un petit peu l'agenda de publication, des précisions, Christian. Oui, tout à fait. La publication du jour a déjà été effectuée. Donc, pour tous ceux qui le souhaitent, vous pouvez trouver les travaux d'aujourd'hui en totalité sur le site de l'Observatoire. Et ensuite, comme le mentionnait Charlotte, dans les prochaines semaines sera lancé les travaux du CSE et nous vous préviendrons dès qu'une date de sortie sera possible. Voilà. Merci à toutes et tous pour votre présence, pour vos questions, pour la participation et à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Merci.